Le retour de bâton, condamnation en série pour les mauvais plaisantins expéditeurs de poudre blanche. Mais les alertes continuent à l'Assemblée nationale ou à l'Elysée entre autres. Dans le monde, première tentative de contamination hors des États-Unis. Cela s'est passé au Kenya. La guerre, les interventions de troupes au sol vont commencer prochainement, dit George Bush. On fera le point sur les différentes options. Enquête en France sur l'embrigadement islamiste dans les banlieues. On connaissait la greffe des deux mains. Des chirurgiens ont réussi à recoudre les deux bras d'un homme accidenté. La réussite de l'opération est annoncée comme certaine. Il est quasiment inconnu du grand public, mais Lionel Jospin en a fait son éminence grise et il est désormais au centre d'une polémique au sommet de l'État. Olivier Schramek, directeur de cabinet à Matignon, est l'invité en exclusivité de Questions ouvertes dans une demi-heure maintenant. Bonsoir à tous, merci de votre attention. Dire que l'on s'y habitue serait excessif, mais les alertes à la poudre blanche ont désormais pris place dans le quotidien, sans psychose. Hier, nous vous parlions du Parlement américain. Aujourd'hui, une alerte a été déclenchée à l'Elysée et ici, à l'Assemblée nationale. 4 agents présents lors de l'ouverture d'une enveloppe ont été conduits pour examen à l'hôpital et l'accès principal du Palais Bourbon a été fermé aux non-permanents pendant une partie de la matinée. Le courrier n'était adressé à personne en particulier. Ici comme ailleurs, les procédures sont rodées. Elles se comptent par dizaines, plus d'une centaine au total aujourd'hui sur l'ensemble du pays. Christelle Bertrand, Jérôme Soulard. C'est la procédure. Voilà comment se retrouve habillée toute personne qui a été en contact avec une poudre suspecte. Avant d'être évacués, ces 4 salariés de la Sorbonne ont d'abord informé la police. L'appel arrive ici dans la cellule d'urgence de la police judiciaire. Les alertes se multiplient, plus de 100 aujourd'hui, et à chaque fois, il faut envoyer sur place une équipe complète. Jour et nuit, les services sont sur le terrain, alors il faut procéder par priorité. Ouais, l'état-major PJ à l'appareil. Tu vas croire que je te harcèle, hein. Ouais. Bon, donc là, vous allez faire L'Oréal, hein. Et ensuite, vous filez à la Sorbonne. Les pompiers spécialistes en attaques chimiques et bactériologiques arrivent sur place quelques minutes plus tard. La Sorbonne est classée établissement sensible. Le quartier est immédiatement bouclé. Police de proximité, police judiciaire, SAMU, pompiers au total, une vingtaine de personnes mobilisées pendant 3 heures. Tout cela pour une thèse arrivée par courrier de Téhéran, accompagnée d'une petite boîte contenant de la poudre blanche. L'arrivée du colis a fait sensation. Il est passé de main en main, de bureau en bureau. Du coup, le premier étage de la célèbre université est inaccessible. Le paquet suspect, mis en sécurité, a été transféré au laboratoire pour analyse. Quant aux 10 personnes curieuses d'en voir le contenu, elles vont maintenant voir l'intérieur d'un hôpital pendant un bon moment. Les mises en garde, en tout cas, ont été suivies d'essais. Procédures de comparution multipliées ces dernières heures avec des jugements sans indulgence. Exemple à Saint-Georges-d'Oléron, un adjoint au maire spécialiste de ces canulars douteux a été condamné à 15 jours de prison ferme. Comme dans la plupart des cas, il a plaidé la plaisanterie inoffensive. Sur place, David Bazier et Philippe Dumail. Monsieur Favre ne rigole plus, comme lorsqu'il postait ses enveloppes chargées de farine. Monsieur Favre est abattu. Sa mauvaise blague lui coûte 3 mois de prison, dont 2,5 avec sursis et 7 600 € d'amende. Il est victime du contexte, c'est ce que j'ai dit. Il y a bien un rideau de fumée qui donne donc de l'ampleur à ce dossier qui n'avait pas lieu d'être. Et manifestement, je pense que le tribunal a voulu aussi donner un exemple. Faire un exemple, le procureur assume, en ce moment, la justice doit être dissuasive. Le tribunal a prononcé une condamnation qui me paraît en tout cas suffisamment significative et qui est à la hauteur de l'enjeu que ça représente, ce genre de multiplication d'envoi de courriers, puisqu'il faut savoir qu'on en a eu 6 sur Bayonne. Les titis de sa cravate le prouvent, Monsieur Favre se veut plein d'humour. C'est pour ça qu'il a envoyé 5 enveloppes chargées de poudre à des amis, alors qu'il était en vacances dans le Pays Basque. Problème, la Poste a intercepté les enveloppes douteuses. Problème, Monsieur Favre est élu, adjoint au maire de Saint-Georges-d'Oléron. Se sentant repéré, il s'est livré à la police. Sa femme défend toujours son bout en train. Mon mari a beaucoup d'humour, peut-être pas de bon goût, mais bon, c'est un lecteur d'Harakiri. Et lui, il s'est dit, bon, tiens, on va envoyer un petit peu de farine. Selon le tribunal, les lettres constituent des violences volontaires à l'égard des agents de la Poste. On ne plaisante plus avec les rois du rire. Interrogés sur le sujet, des psychiatres expliquent aussi que ces comportements évoquent ceux des pyromanes qui allument le feu pour ensuite y assister. Cela s'appelle, paraît-il, la jouissance du voyeur. Aux États-Unis, vous l'avez compris, l'affaire est d'une toute autre ampleur. Un nouveau cas à New York, une employée de la chaîne CBS qui travaille avec le présentateur vedette Dan Rather a contracté la forme cutanée de la maladie. Les spécialistes semblent de plus en plus persuadés qu'il y a
Une seule origine, une souche unique à toutes les contaminations. Sur place, Étienne Lénart, Aaron Diamond. La chaîne CBS était le dernier des grands réseaux américains à ne pas avoir son cas de maladie du charbon. C'est désormais chose faite. Une préposée au courrier est aujourd'hui traitée aux antibiotiques contre la maladie. Elle va bien et son patron, Dan Rather, vétéran médiatique de toutes les guerres, est monté ce matin au créneau, en cravate et bretelles. Notre problème numéro 1 aujourd'hui, ce n'est pas la maladie du charbon, c'est la peur. C'est pour tenter de mettre un terme à la psychose que les enquêteurs travaillent d'arrache-pied. Ils ont déjà réussi à déterminer que les bacilles de charbon découverts ici en Floride, à Boca Raton, proviennent de la même souche que ceux envoyés par la poste à un autre présentateur vedette, celui de la chaîne NBC, Tom Brokaw. Ils attendent maintenant les résultats des tests effectués au Congrès américain à Washington où 31 personnes ont été exposées pour avoir confirmation que ces 3 attaques sont bien coordonnées. Mais pour l'instant, c'est à peu près tout. Ces bacilles de charbon envoyés par la poste sont un acte terroriste et nous le traitons comme tel. Mais pour l'instant, nous ne savons pas qui est responsable de cette action. Tous les laboratoires disposant pour leurs expériences de ces bacilles de charbon sont sous très haute surveillance, mais en l'absence d'éléments convaincants, les enquêteurs en sont réduits à appeler une fois de plus l'Amérique à la patience. Dernière minute, une 6e personne a contracté la maladie du charbon aux États-Unis. Il s'agit d'une employée des postes de l'État du New Jersey. Et puis, je vous le disais, première condamnation, première tentative de contamination en dehors des États-Unis. Un homme d'affaires kényan résidant à Nairobi a reçu une lettre contenant le bacille de la maladie du charbon. 4 membres de sa famille ont également été exposés. La lettre avait été postée le 8 septembre de Floride, ce qui intrigue les enquêteurs car toutes les lettres expédiées aux États-Unis ont été postées, elles, après le 11 septembre. Nairobi, théâtre comme Dar es Salaam en Tanzanie voisine d'un terrible attentat contre les ambassades américaines. C'était en 98, 224 morts au total. Attentat attribué au réseau Ben Laden. Eh bien, 4 de ses membres sont jugés en ce moment à New York. Ils ont été condamnés aujourd'hui à la prison à vie. Il s'agit d'un Saoudien, d'un Américain, d'un Jordanien et d'un Tanzanien. Les bombardements, c'est maintenant une évidence pour tout le monde. Le déploiement de troupes à terre est une option inévitable. Il devrait commencer prochainement pour tenter de capturer Oussama Ben Laden et ses partisans. C'est ce qu'a indiqué George Bush la nuit dernière. Mais quelle en sera la portée, quelle en sera la tactique? Sur ces points, plusieurs hypothèses sont formulées. Sujet sensible aux États-Unis, car chacun a en mémoire les précédents échecs. Bertrand Koch. Il est l'avant-garde des commandos, de toute la puissance de ses bouches à feu. L'AC-130 prépare le terrain pour les troupes à pied. Déjà, des forces spéciales héliportées se trouvent à bord du Kitty Hawk, porte-avions américain, dans l'océan Indien. Leur intervention est la prochaine étape de l'offensive américaine contre Ben Laden et les talibans. Bérets verts, Rangers, Delta Force, les Américains disposent de plus de 40 000 hommes, soldats d'élite, spécialisés dans les missions de reconnaissance, d'encadrement des troupes alliées et plus généralement entraînés à toutes les opérations de commando. Par le passé, ces super soldats de l'Amérique n'ont pas eu que des succès. En Somalie, en 1993, la tentative d'enlèvement d'un chef de guerre somalien s'était soldée par la mort de 8 Rangers. Une humiliation qui rappelait le fiasco de Tabriz en 1980. L'opération commando destinée à délivrer les otages américains de l'ambassade de Téhéran s'était achevée dans le désert, après un accident d'hélicoptère. En Afghanistan, les forces spéciales n'auront pas la tâche facile. Le climat, le terrain, tout leur sera hostile. À commencer par ces combattants plus connus pour leur science de l'embuscade que pour leur goût du combat rapproché. Avec une inconnue, le degré de motivation des hommes de Ben Laden. La brigade 55, composée de volontaires arabes, est forte, selon les estimations, de 2 à 4 000 hommes. Depuis le début de la campagne, il y a une douzaine de jours maintenant, les talibans annoncent régulièrement des bilans très lourds, mais très peu de corps sans vie sont montrés. Depuis 2 jours en revanche, ces images-là nous parviennent. Les talibans parlent de 7 morts aujourd'hui à Kaboul. Christian Autain. Cet homme a tout perdu. 5 membres de sa famille sont morts victimes d'un raid américain ce matin, lorsque 4 bombes se sont abattues sur ce quartier résidentiel situé à l'est de Kaboul. Ces images ont été tournées par la télévision du Qatar, qui fait état de la destruction de 6 habitations.
Selon l'agence de presse des talibans, ce sont 7 corps qui auraient été retirés des décombres. Scène de désolation, mais aussi de colère. Cet homme accuse les Américains de frapper délibérément les civils. La pression américaine semble s'intensifier. Pour la première fois, l'agence de presse islamique, contrôlée par les talibans, annonce un chiffre record de victimes civiles. Elle affirme que les raids de ces 2 derniers jours ont causé la mort de plus de 60 civils, dont une vingtaine pour la seule ville de Kaboul. Ce bilan fourni par les talibans est bien sûr invérifiable sur place, en l'absence d'autres sources. Les réactions depuis le début de la riposte, l'Afrique de l'Ouest, où vit une communauté musulmane souvent majoritaire, est restée très calme. Premiers incidents cette semaine au Nigeria, où une manifestation anti-américaine a donné lieu à des troubles qui ont fait une centaine de morts. Au Niger, pays voisin et francophone, l'opinion semble, elle aussi, avoir choisi son camp. Sur place, Éric Monnier, Philippe Montoisy. C'est ce que l'on appelle l'effet Ben Laden. À 6000 km de l'Afghanistan, au cœur de l'Afrique, dans les échoppes, difficile de manquer les posters à la gloire du terroriste. C'est un vrai musulman. 100% de notre soutien. Les Américains et les Anglais, ils ont laissé Israël bombarder la Palestine. Aujourd'hui, c'est chez eux que ça se passe, pas qu'ils se plaignent. Maradi, c'est la 3e ville du Niger, tout au sud, à 40 km seulement du Nigeria, tout près surtout de ces États nigérians qui pratiquent déjà la charia, la loi islamique. Et la majorité des 200 000 habitants de Maradi ne rêvent que d'une chose, en faire autant. Il y a un peu moins d'1 an, la ville avait connu des émeutes islamistes. Des églises chrétiennes, des bars avaient été incendiés. Le meilleur restaurant de la ville est désormais sous surveillance. Son propriétaire, un Américain menacé, a préféré ne pas répondre à nos questions. À la radio Amfani, c'est l'heure du prêche pour Madame Sani, un dur. Nous devons être prudents, explique le marabout. Les autorités contrôlent tous nos propos. Mais si on lui demande si Ben Laden est un terroriste, dans un large sourire, il finit par lâcher: Ben Laden travaille pour les musulmans. Ici, on accusait déjà les pays riches, Amérique en tête, d'être responsables de la crise économique, de la baisse du prix des matières premières, comme l'uranium. Les bombardements en Afghanistan viennent encore renforcer l'idée d'un Occident anti-musulman. Le Proche-Orient, la grande foule pour rendre hommage au ministre du Tourisme, Rehavan Zeevi, assassiné hier. Des dizaines de milliers de personnes ont attendu devant la Knesset, où était exposée sa dépouille mortelle. 24 heures après, l'autorité palestinienne rejette l'ultimatum. Vous savez qu'Israël réclame la livraison des coupables qu'elle dit avoir identifiés. Et Tsahal est à nouveau entré en territoire autonome. À Ramallah, Charles Anderlin, Patrick Voix. Très tôt ce matin, les chars, les transports de troupes blindées, les bulldozers israéliens ont investi ce quartier autonome du nord de Ramallah. Au début, les choses se passent dans le calme. Un lieutenant israélien explique aux journalistes qu'il s'agit de démontrer à l'autorité palestinienne que le prix du terrorisme n'est pas bon marché et qu'ils ne peuvent... Et le militaire s'excuse, l'interview est terminée. Les Palestiniens ont ouvert le feu. Depuis, les combats se poursuivent avec intermittence. En fin d'après-midi, ici, 2 militaires palestiniens ont été tués. Détail, ces affrontements se déroulent à 1 kilomètre à peine du quartier général à Ramallah, où Yasser Arafat a ses bureaux. Marwan Barghouti, le chef du Fatah pour la Cisjordanie, arrive sur les lieux. Je suis là car nous devons nous défendre, bien sûr. Nous devons faire face aux chars israéliens, à l'agression israélienne, aux attaques. À quelques centaines de mètres de là, la famille Abdel Jawad suit les événements avec beaucoup d'inquiétude. On a des sentiments de peur. Je pense qu'il y aura des batailles dans les rues de Ramallah et qu'il y aura beaucoup de morts parmi surtout les Palestiniens parce que ce serait une bataille inégale. Au fil des heures, la situation se détériore. Les échanges de tirs, les combats font tache d'huile en Cisjordanie. Et en début de soirée à Bethléem, 3 Palestiniens ont été tués dans l'explosion d'une voiture piégée. L'une des victimes, Atef Abayat,
est un activiste du Fatah recherché par Israël pour le meurtre d'une colombe. Le mois dernier, Bethléem, où on a appris il y a une vingtaine de minutes qu'un millier de Palestiniens cernent la prison pour exiger que leur soient livrés des collaborateurs d'Israël qui y sont détenus. En France, les réquisitions dans le procès du gang de Roubaix, procès du grand banditisme avec l'islamisme en toile de fond, entre 20 et 30 ans de prison ferme requis contre les 3 hommes présents dans le box. Verdict plus tard dans la soirée. On a beaucoup dit que les réseaux islamistes recrutaient à la périphérie des grandes villes en France. Voici un témoignage qui éclaire ce phénomène. C'est l'enquête de cette édition. Un témoignage d'un jeune musulman lui-même approché. Il explique les méthodes et les arguments de ces sergents recruteurs. Enquête signée Didier Guyot, Philippe Évêque. Ceux qui ont fait ce genre de choses étaient des étudiants comme moi. Quelque part avec des difficultés financières, ils en sont arrivés à mettre des avions sur des tours. Pour des raisons de sécurité, Jamel ne dévoilera pas son visage. Il n'y a pas si longtemps, il était étudiant en génie civil dans la banlieue lyonnaise. Lui, l'Algérien déraciné, sans argent, sans famille, va être pris en main par des amis musulmans. Des réunions ont lieu à la mosquée, des réunions de plus en plus orientées. On nous explique que l'Occident et la culture occidentale a fait en sorte que nos filles et nos femmes se prostituent. Et tout ça est de la faute de l'Occident et tout ça est de la faute des mécréants. Donc quelque part, il faut les combattre. On vous dit, vous êtes ingénieur, vous êtes diplômé, vous êtes quelqu'un d'intelligent, regardez ce que vous faites. Et le dernier des smicards français gagne mieux sa vie que vous. Vous n'avez pas de papier, vous n'avez pas de stabilité, vous n'avez pas de maison. Et quand vous voyez quelqu'un en face de vous qui vient vous dire « mais non, vous n'êtes pas ça, vous êtes quelqu'un d'intelligent, vous êtes quelqu'un d'intéressant, vous pouvez faire autre chose », c'est tentant. Grâce à ses nouveaux amis, Jamel gagne quelque argent, obtient des papiers. Et puis les suggestions se font plus pressantes. S'il faut mettre une bombe quelque part, alors c'est à vous de le proposer. Si vous voulez vendre de la drogue pour les tuer, donc c'est à vous de le proposer. Et vous gagnez derrière de la notoriété en fonction du type d'action que vous faites. À la mosquée, étudiants et pèlerins venus d'Afghanistan se côtoient. On étudie le Coran, mais la cause a besoin d'argent, alors les trafics sont les bienvenus. Vendre de la drogue à un occidental n'est pas un péché puni par l'islam parce qu'on vend de la drogue à un mécréant, à partir de cela on sera récompensé. Peu à peu, Jamel prend ses distances avec tous ces trafics. Les camps d'entraînement en Afghanistan, pas question non plus d'y aller. Face à son attitude, ses amis le rejettent, il viendra s'installer dans le midi de la France. Il suffit qu'il y ait un recruteur pour trouver 10 à 20 terroristes. Il suffit d'aller simplement dans les mosquées, dans certaines mosquées, vous les entendez parler, vous les voyez agir, vous voyez dans leurs yeux la haine qu'ils portent de l'autre. Et il est vrai que cette catégorie de personnes est en attente d'un déclic. Et je crois qu'aujourd'hui ils sont peut-être dormants, mais ils peuvent se réveiller demain. Malgré les pressions, Jamel a su résister, mais à ses côtés à Lyon, il y avait d'autres étudiants. Certains sont partis en Afghanistan. On s'en doutait, Alain Richard, le ministre de la Défense, l'a précisé ce matin, la France va renforcer la protection de ses sites sensibles, usines chimiques, barrages et bien sûr installations nucléaires. Les avions de chasse sont en alerte et le gouvernement vient à l'instant de le confirmer par la voix d'Yves Cochet. Des missiles solaires vont être installés pour protéger le centre de retraitement de La Hague. Sur place, Agnès Monteux, Philippe Jasselin. Aux alentours de La Hague, la sécurité était au cœur de toutes les discussions. Des missiles pour protéger le site, cela rassure les uns et laisse les autres sceptiques. S'il se passe quelque chose, peut-être que le fait de mettre des missiles, ça va dissuader maintenant que tout le monde le sait. Bien que les terroristes, apparemment, les missiles, ça ne les effraie pas tellement. Je vois pas trop ce que ça va nous apporter pour l'instant. Je vois pas pourquoi la menace serait ici. À l'intérieur du centre de retraitement, pourtant, des tonnes de combustible usagé refroidissent. Du combustible hautement radioactif, le site ne pourrait pas résister à l'attaque kamikaze d'un Boeing 747. Selon une étude européenne, les conséquences d'une telle catastrophe seraient pires que pour l'accident de Tchernobyl. Le gouvernement a décidé de renforcer la surveillance aérienne de cette usine. Cette sécurité serait complétée par des batteries de missiles. Mais le ministère de la Défense reste très discret sur cette information. Pas question de savoir où et quand les missiles seront déployés. Au total, la sécurité aérienne d'une dizaine de sites devrait être renforcée. Il n'y aura pas plus d'avions en alerte, 10 Mirages sont déjà en permanence opérationnels sur tout le territoire. Mais la coordination sera renforcée entre tous les moyens aériens.
La liste des sites n'a pas encore été dévoilée, mais certains seront incontournables. Les grands sites pétrochimiques, comme l'étang de Berre ou la vallée du Rhône, les barrages les plus importants, comme celui de Serponçon dans les Alpes, ou encore le port militaire de Toulon, qui abrite le porte-avions nucléaire Charles de Gaulle. Politique, nouvel accroc dans la cohabitation. La visite de Jacques Chirac au congrès de l'Assemblée des départements de France à Rodez, dans l'Aveyron, a été boycottée par la gauche, qui voyait un nouvel épisode de la campagne électorale. Hier, l'Élysée a déploré, je cite, une entorse à l'esprit républicain. Dans son discours prononcé aujourd'hui, le chef de l'État a plaidé pour une nouvelle architecture des pouvoirs. Sur place, Véronique Saint-Olive, Didier Rancoeur. Aux quatre coins de la France, chaque fois que le président de la République se déplace, c'est la même chose. Avec cette pluie, vous avez bien du mérite. Un exercice qu'on supporte de plus en plus mal à Matignon. Du coup, à Rodez, les élus de gauche ont décidé de boycotter Jacques Chirac au congrès des départements de France. Motif invoqué, la confusion des genres. Sale temps pour la cohabitation. Nous avons eu le sentiment que cette manifestation n'était plus la clôture d'un congrès national, mais devenait un meeting régional dans lequel le président de la République serait en campagne pour les élections présidentielles. Ce matin, quand Jacques Chirac arrive, les 41 présidents des départements de gauche ont déjà quitté la salle. Ulcérés, disent-ils, que l'Élysée ait fait inviter tous les élus des départements limitrophes. À droite, on crie à la mauvaise foi. C'est de la nervosité inutile, je dirais. Comme le livre de Schramek, tout ça. Quand les socialistes sont mal à l'aise, ils politisent. Pas de polémique pour Jacques Chirac, il s'en tient à un discours très technique sur la décentralisation. Mais dans son entourage, on s'indigne et on souligne que la crise internationale justifierait pour le moins une autre attitude. Lionel Jospin, lui, devait venir hier à Rodez, mais le Premier ministre a annulé son déplacement au dernier moment pour tenir à Paris une réunion sur la sécurité. Alors à droite, on s'étonne aussi de cela. Le verdict dans le procès du député Marc Dumoulin, accusé de viol sur mineur par sa nièce. Il a été reconnu coupable et condamné à 3 ans ferme. Marc Dumoulin reste libre, il a fait appel. Nouvelle attaque contre la police. Plusieurs hommes sont tombés dans une embuscade la nuit dernière dans le quartier nord d'Amiens. 4 d'entre eux ont été atteints au visage. Zindine Boudaoud, Nadine Picard. Les tirs proviendraient du massif d'arbustes à l'intérieur. Le lieutenant Ludovic Laurence l'a échappé belle, atteint au visage par 3 plans de chasse en pleine intervention. 3 autres policiers sont blessés. Les coups de feu sont partis de cette cité, le Pigeonnier, quartier difficile du nord d'Amiens. La nuit dernière, une quarantaine de jeunes encagoulés et armés de bâtons a agressé plusieurs automobilistes. Les policiers étaient attendus. Nous avons, dans l'obscurité, constaté que des coups de feu partaient de buissons qui étaient en face, sans voir les assaillants. Et donc nous avons essuyé une dizaine de coups de feu, fusil de chasse ou arme à grenaille ou les deux à la fois. Les auteurs des coups de feu n'ont pas encore été identifiés, mais selon les autorités, l'embuscade tendue aux policiers ne serait pas un acte gratuit. J'y vois également la conséquence, le contre-coup d'une importante opération de police judiciaire qui avait été menée la veille pour démanteler l'économie souterraine de ce quartier et notamment un trafic, un réseau et un trafic de voitures volées. Le calme est revenu depuis ce matin dans le quartier où d'importantes forces de l'ordre sont toujours déployées. Mais la tension est palpable, le moindre incident peut faire dégénérer la situation. Succès policier en revanche à Lyon, l'arrestation d'un des évadés de la prison de Luynes dans les Bouches-du-Rhône, c'était il y a une semaine, ça s'est passé donc à Lyon. L'homme a été tout simplement repéré lors d'un contrôle d'identité, ça n'était pas à Lyon mais à Paris, gare de Lyon. Le gouvernement qui a justement annoncé aujourd'hui des nouvelles mesures contre les évasions, l'installation partout de filins anti-hélicoptères avec un maillage plus serré, la sécurisation des miradors avec par exemple des vitres sans teint, enfin la formation des surveillants, l'accent sera mis encore un peu plus sur le self-défense et le tir, les surveillants qui réclament depuis longtemps des mesures de sécurité renforcées. Reportage Agnès Gardet, David Bazier. La formation au tir, indispensable dans le parcours d'un surveillant. Ces élèves le savent, ils seront peut-être un jour en cas d'évasion amenés à se servir de leur arme. C'est quand même stressant parce qu'on se dit qu'un jour on peut être amené à tirer sur un homme.
c'est quand même, ce n'est pas un geste facile à effectuer. 9 heures d'exercice de tir sur 8 mois de formation, c'est insuffisant, constate le rapport sur la sécurité dans les prisons. On peut avoir la meilleure formation du monde, si par la suite il n'y a pas de suivi, ben c'est comme tout. Hein. On oublie. On oublie. Hein. On oublie des gestes importants, on oublie, voilà, et c'est vrai que c'est comme ça qu'effectivement que des incidents peuvent arriver, quoi. Pour preuve, l'actualité récente, 4 évasions depuis le début de l'année, en particulier celle de Fresnes, la plus sanglante. Fusillade, prise d'otage, un agent grièvement blessé par balle. Ici à Fresnes, l'événement a profondément marqué les esprits. Tu vois les impacts de balles tomber sur le collègue, j'ai vu le collègue tomber dans son mirador, j'ai même entendu crier. Ouais. Là tu te poses des questions, tu te dis qu'est-ce qui va m'arriver? À chaque fois que je reprends le mirador, maintenant j'y pense et je peux pas faire autrement. On n'aurait jamais pensé quoi, que ça arrive à Fresnes. Et par rapport à ça, on n'a pas été formé quoi. On n'a pas été formé. Et 6 mois après, on ne l'est toujours pas. Alors ces surveillants, bien sûr, attendent beaucoup des mesures annoncées aujourd'hui. Ils déplorent simplement qu'elles n'aient pas été prises plus tôt. À propos des détenus, cette fois, a signalé ce 3e suicide en 4 jours à la prison de Gradignan, près de Bordeaux, le 7e depuis le début de l'année. Santé, avec cette nouvelle prouesse chirurgicale, des médecins du CHU de Nancy ont recousu les 2 bras d'un homme de 42 ans accidenté du travail. Un cas médical assez rare, mais qui ne présente a priori aucun risque de rejet. Reportage Christine Boss, Jean-Pierre Pasteur. Vous serrez les doigts en même temps, pliez les doigts au maximum, voilà. Ça n'a l'air de rien, mais pour Patrick Hénaf, bouger ses doigts relève presque du miracle. Ouvrier de maintenance dans une usine d'incinération, il a eu il y a un mois les 2 bras littéralement écrasés par une presse hydraulique. Je pensais mourir, jamais pensé retrouver mes bras, quoi. La première chose à faire, c'est le lendemain quand je me suis réveillé, quoi, que première chose à faire, que j'ai regardé mes bras, quoi. Ça m'a fait tout drôle, quoi. Il a fallu 8 heures à 2 équipes de chirurgiens du CHU de Nancy pour réaliser cette double autogreffe compliquée à cause du mauvais état des greffons. On est maintenant à 5 semaines de cet épisode et on peut dire que la survie des bras n'est plus en question. Ce qui reste en question, c'est le pronostic fonctionnel, mais là, il faudra probablement pas loin d'une année pour avoir une idée précise du devenir fonctionnel de ces 2 membres. Ça va, pas de douleur. Patrick Hénaf va en tout cas retrouver une autonomie. Il éprouve déjà quelques sensations avec sa main droite. Un Français sur 2 en porte. Elles ont leur propre salon, leurs innovations, leur mode. Il s'agit bien sûr des lunettes. Alors, pour être au courant des dernières tendances, au Salon mondial de l'optique, Marie-Pierre Samitier, Martin Kalidi. Pour tous ceux qui nagent ou qui font du bateau, les lunettes flottantes remontent à la surface si on les perd. Elles pèsent 12 grammes. C'est très peu, en moyenne une lunette de soleil pèse à peu près dans les 40 grammes. Les Français achètent 15 millions de paires de lunettes de soleil par an. Avec cette année, les lunettes aux cils accrocheurs. Elles sont de plus en plus légères, 2,5 grammes pour celles-ci, 7 grammes verre compris, une performance. Chez cet opticien corse, des branches en forme de ressort, ce qui les rend plus souples que jamais. Et pour ceux qui voient mal et entendent mal, les branches de ces lunettes sont équipées d'un micro et d'un système électronique qui fonctionne avec une petite pile. Il y a un micro qui capte les sons, il y a un circuit électronique qui amplifie le signal du microphone et il y a un écouteur qui restitue le son dans l'oreille. Haute technologie également pour la taille des verres. Cet appareil polit les verres avec une précision parfaite. C'est ce qu'on utilise dans les simulateurs de vol. C'est une plateforme qui permet d'obtenir une motion parfaite sur le verre. Donc, on le taille mieux. On le taille mieux, on le fabrique mieux, on a une meilleure puissance optique. Cet appareil arrive des États-Unis. Il polit les verres de lunettes sans utiliser d'acide. Un procédé plus écologique que celui utilisé actuellement en France. Football, rappel du bilan pour les clubs français de la soirée de Ligue des Champions hier. Victoire de Lyon contre Fenerbahçe, 3-1, but de Govou, Carrière et Delmotte. Lyon est 3e et peut espérer se qualifier encore pour la 2e phase. Soirée moins réussie pour Lille qui s'est incliné 2-1 contre les Grecs de l'Olympiakos Le Pirée. Lille, également 3e, a compromis ses chances de qualification. Le retard accusé est plus net. Le football, lui aussi sensible aux derniers événements, très sensible même. 6 joueurs du club anglais de Chelsea ont refusé de se rendre en avion à Tel Aviv pour y jouer le 2e tour de la Coupe de l'UEFA. Parmi eux, 3 Français, dont Emmanuel Petit et Marcel Desailly. Julien Beaumont, Laurent Boussier. En petit comité,
Seulement 6 joueurs ce matin sur le terrain de l'équipe anglaise de Chelsea. Pour Emmanuel Petit, Marcel Desailly et William Gallas, il ne s'agit pas d'un entraînement spécifique, mais plutôt d'une prise de position. Les 3 Français ont refusé de se rendre avec leur équipe à Tel Aviv pour jouer un match de la Coupe de l'UEFA. Sur son site internet, Desailly explique son geste. Je tiens à préciser qu'au même titre que mes coéquipiers, je sentais que pour ce déplacement, il pouvait y avoir une petite insécurité. Le club nous a rassurés en laissant à chacun le choix d'y aller ou non. C'est donc une équipe incomplète qui est arrivée à Tel Aviv. Sur place, un important dispositif de sécurité a été déployé, avant tout pour rassurer les joueurs. J'aime jouer au football. J'aime jouer à l'étranger, bien sûr. C'est ma vie. Je ne suis venu ici en Israël qu'une seule fois. Et le voyage s'est très bien passé. Alors maintenant, j'ai hâte de jouer. Une réaction sportive qu'Israël aimerait bien voir se généraliser. Il y a 2 semaines, c'était 9 internationaux autrichiens qui avaient refusé de venir sur la pelouse de Tel Aviv. Fin de ce journal, tout de suite question ouverte avec un homme de l'ombre. Olivier Mazerolle et Alain Duhamel reçoivent Olivier Schramek, directeur de cabinet Lionel Jospin. Ensuite la météo, le point route, l'info sur France 2, minuit 30, Laurence Piquet, dernier journal. Demain dès 6h30 Télématin avec Nicole Nota aux 4 vérités, 13h Daniel Bilalian, 20h Béatrice Schoenberg. À lundi.